Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous suivent sur Twitter. Nous sommes en direct du Salon du Bourget, le plus vaste, le plus ancien salon au monde dédié à l'aérien et à l'espace. Nous sommes sur le stand du CNES qui partage cette année son pavillon avec... nous sommes sur le stand de l'ESA, qui partage cette année son espace avec le CNES. Et je suis avec un astronaute français, mais européen de l'ESA, Thomas Pesquet. Merci Thomas d'être avec nous. Avec plaisir. Alors je crois que c'est ton 10e salon. Est-ce qu'on s'en lasse ou est-ce que ça reste quand même fascinant? Non, on s'en lasse pas. Moi, je suis un vrai passionné d'aéronautique et de l'espace. La première fois que j'étais venu ici, j'étais tout petit. Je suis revenu tout au long de ma carrière. Quand j'étais ingénieur, je suis revenu quand j'étais pilote, je suis revenu quand j'étais astronaute. Le seul souci maintenant, c'est que j'ai beaucoup moins le temps de voir des démos en vol, de voir les avions qui sont là, de voir tout ce qu'il y a de magique en fait à observer au Bourget parce que je suis très pris et j'ai plus le temps de tout voir. C'est un peu frustrant. J'imagine. Alors, le salon met beaucoup l'accent sur le climat cette année, avec une nécessaire décarbonisation du secteur de l'aérien et de l'espace. Et l'ESA, bien sûr, a de grandes ambitions à la matière. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, bien sûr. Je pense que déjà, c'est important de rappeler que les agences spatiales, évidemment, notre activité, un lancement de fusée, c'est un impact sur l'environnement, évidemment, mais c'est pas toujours ce qu'on croit. Quand c'est de l'hydrogène, l'oxygène, les produits de cette combustion, c'est de la vapeur d'eau. Évidemment, parfois, c'est du kérosène ou des boosters à poudre. Mais globalement, on est quand même, moi je trouve, les champions du combat pour le climat, parce que c'est l'espace qu'on va monitorer toutes ces variables-là, qu'on va produire les données et qu'on va organiser la réponse en fait au changement climatique. Si on n'avait pas l'espace aujourd'hui, on ne serait sans doute même pas au courant que le climat est en train de changer. Cela dit, du coup, ça nous donne une responsabilité d'être vertueux. Comme le secteur de l'aérien, qui est important, qui ne va pas disparaître du jour au lendemain, on aura besoin de voyager, ça unit les peuples, ça a quand même beaucoup d'impact positif. Il faut juste le faire de la manière la plus respectueuse de l'environnement possible. À l'ESA, nous, nos activités, on a un secteur qui s'appelle Clean Space. On essaie d'étudier en cycle de vie vraiment comment être vertueux, utiliser les meilleurs produits, les carburants les plus durables. Et puis à la fin des missions, c'est important, on prend aussi ça en compte à l'avance. Mettre les satellites sur des trajectoires, ils ne vont pas devenir des débris une fois qu'ils sont inactifs, les faire rentrer, les faire brûler dans l'atmosphère, pas générer des débris spatiaux par notre activité, c'est important. Justement, on a une question de Twitter à ce sujet, puisque les débris en orbite basse, c'est un problème non seulement pour les satellites, mais aussi pour les astronautes comme toi. Ouais. On a une question, est-ce que ça va trop vite en termes de lancement? Est-ce que la réglementation suit-elle? Est-ce qu'elle a le temps de s'adapter? Alors, c'est difficile parce qu'évidemment, le spatial, par définition, c'est quelque chose de très mondial, de très global. Personne ne peut dire, voilà, moi je vais faire ma réglementation qui me concerne moi, et comme ça je contrôle ce qui se passe au-dessus de mon État. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut se mettre d'accord mondialement, et ça c'est très difficile. Les gens voient au niveau européen, c'est pas toujours facile. Avec nos partenaires, c'est pas toujours facile, et avec les gens avec qui on a moins de rapports, c'est encore plus difficile. Mais on voit quand même que c'est dans l'intérêt de tout le monde au final. Et c'est ça qui, pour moi, me rend plutôt optimiste, parce que le problème des débris spatiaux, le premier problème, c'est que ça va nous empêcher, nous, quand je dis nous, c'est les gens qui ont envie d'avoir des activités dans l'espace, de le faire de la manière dont on veut. Donc c'est dans l'intérêt de personne de générer des débris, les gens l'ont compris, et je pense que maintenant on n'est pas les seuls partout dans le monde à avoir des démarches vertueuses, il y a de plus en plus de gens qui le font, au final on arrivera à tous se mettre d'accord. Très bien, donc de l'espoir. Alors c'est une période bien sûr très excitante pour le spatial, il y a des technologies très innovantes qui se développent, il y a beaucoup d'investissements, mais il y a aussi beaucoup de compétition entre grandes puissances, les États-Unis qui relancent les voyages vers la Lune avec Artemis bien sûr, la Chine qui a créé sa propre station en orbite basse, et l'Inde qui va bientôt envoyer des astronautes aussi dans l'espace. Qu'est-ce que fait l'Europe dans ce contexte-là? L'Europe, dans ce contexte-là, elle fait beaucoup de choses quand même. Alors, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers, mais on a été le pionnier dans plein de domaines. Aujourd'hui, on a quand même une indépendance dans tous les domaines. On a les meilleures missions scientifiques du monde. Quand on peut penser à JUICE qui a été lancé récemment. On a évidemment l'accès à l'espace avec Ariane, qui a quand même été une success story incroyable. On attend la suite avec impatience. On a la navigation avec Galileo, on a les communications, on a tout. Le seul... on va dire la petite seule brique du Lego où on n'est pas complètement indépendant, ce serait pour envoyer nos astronautes dans l'espace. Pour ça, on est obligé de le faire en partenariat avec nos amis américains ou avant nos collègues russes. Maintenant, c'est un peu plus difficile, évidemment. Mais aujourd'hui, du coup, on parle de franchir un peu ce dernier palier. Et là, on aura une indépendance un peu totale de l'Europe dans l'espace. Et ça nous sert à quoi? C'est pas juste pour se faire plaisir, ça sert à assurer que les bénéfices de l'espace profitent en premier lieu de ce qu'on fait nous pour les citoyens européens. Et ça, c'est important. Effectivement, en termes d'exploration spatiale, je crois qu'il y a un panel de personnalités
intercommunalité européenne qui s'est réunie et qui a fait un rapport qui a été publié en mars dernier qui appelle à une révolution de l'Europe en domaine de l'exploration spatiale. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cet élan révolutionnaire et qu'est-ce que l'Europe a besoin de faire dans ce domaine-là? Oui, bien sûr, je pense que déjà il faut comprendre qu'on est, comme on le disait tout à l'heure, à un moment un peu clé, à un moment où il y a des moments comme ça dans l'histoire, enfin dans certains domaines où on sent bien qu'il y a un embranchement, on sent bien qu'il y a un choix, on sent bien que les choses changent. C'est pas juste la même chose, qu'on continue un peu différemment. Là, comme on le disait tout à l'heure, beaucoup d'acteurs, des privés, des nouveaux pays, beaucoup d'activités étatiques ou privées dans l'espace. Et il faut choisir pour nous, l'Europe, ce qu'on a envie de faire, la place qu'on a envie d'avoir dans tout ça. C'est un choix, hein, c'est pas nous qui allons le faire pour les citoyens européens, c'est les citoyens européens qui le feront, notamment par leurs responsables politiques. Mais la position de l'ESA, c'est de dire, voilà, nous, on est là pour faire en sorte que l'espace bénéficie aux gens, on est un service public. Et ce qu'on voit, c'est que effectivement nos activités ont un coût, mais que le revenu, en fait, en termes de bénéfices, en termes d'opportunités économiques, il est un peu démultiplié. On pense qu'aujourd'hui, face au changement du secteur spatial, face aux nouveaux acteurs, face aux entreprises privées, c'est important de ne pas se laisser distancer parce que sinon, dans 10, 15, 20 ans, 25 ans, il y aura eu des grandes aventures spatiales, le retour vers la Lune, vers Mars, qui vont se ruisseler en cascade dans la société en termes d'innovation, en termes de progrès, en termes d'inspiration. Il y a des gens qui vont accélérer. Et nous, on risque d'être laissé un peu sur le bord de la route et puis de décliner un tout petit peu. On n'a pas envie que ça arrive. Encore une fois, ce n'est pas pour se faire plaisir, c'est parce qu'il faut que ça bénéficie aux citoyens européens. On a envie de prendre ce train en marche et de ne pas rester à quai. Et c'est ça que ça veut dire au final, cette notion de révolution. Et alors, si on parle d'exemples concrets, on a une question de Twitter par exemple qui dit: est-ce que des véhicules qui permettraient d'envoyer des astronautes dans l'espace de façon indépendante sont sérieusement envisagés? Ah oui, très sérieusement envisagés, pour plein de raisons. On a parlé du contexte, mais le contexte, il est aussi que l'Europe aujourd'hui, elle est plus mûre qu'est-ce qu'elle était il y a quelques années. Il y a des gens qui sont nés après les années 2000, j'en vois tous les jours, qui ont toujours connu l'euro. Pour eux, c'est un acquis, mais moi je me rappelle quand j'étais jeune, c'était pas comme ça. Il n'y a pas de frontières en Europe, on a une monnaie commune, on a la liberté de circulation, etc. Tout ça, ça progresse en fait. L'Europe, elle change, l'Europe, elle devient plus unie, plus intégrée, il y a plus d'identité européenne, les gens parlent les langues étrangères, la génération Erasmus, tout ça, ça change. Et ce que ça veut dire, c'est que des sujets pour lesquels on n'était peut-être pas prêt il y a 20 ans ou il y a 15 ans, la défense européenne, la diplomatie européenne, et puis le vol habité européen, vraiment s'unir tous autour d'un projet commun. Maintenant, je pense qu'on est prêt, on est prêt à les lancer, on est prêt à les avoir, et on pense que ça unirait vraiment l'Europe autour de ça, ça donnerait de l'inspiration partout dans les pays pour que les gens deviennent un peu la meilleure version d'eux-mêmes. C'est ça en fait ce qu'on essaye de faire. On voudrait avoir non seulement notre indépendance, mais aussi un projet vraiment un peu fondateur pour l'Europe au cours duquel on pourrait se réunir comme on a eu Ariane, comme on a eu la station spatiale. Aujourd'hui, il est temps de passer à la suite. On regarde de très très près les différentes options pour avoir un véhicule européen autonome lancé depuis notre territoire qui acheminerait du matériel et des astronautes en orbite basse et puis ensuite plus loin. Alors, tu as parlé de station spatiale. Tu es allé 2 fois sur la station spatiale internationale, mais elle a une fin de vie annoncée pour 2030. Ouais. Quelle est la position de l'ESA et de l'Europe par rapport à la suite à donner à une éventuelle station spatiale européenne, par exemple? Oui, alors effectivement, c'est toujours dur dans le spatial de prévoir l'avenir parce que c'est des sujets très compliqués. Bon, là, on parle d'un futur à 7-8 ans. On sait que la station spatiale, moi j'ai tendance à le voir, on sait qu'elle est là jusqu'en 2030. Après, est-ce qu'elle va continuer un peu ou pas, ça va dépendre des autres scénarios, on verra, mais on sait aussi qu'elle n'a pas vocation à être éternelle. On sait aussi qu'il y a des velléités dans plein d'endroits du monde, on l'a dit en Chine, une station chinoise, une station indienne, ça on le verra, c'est certain. Des stations privées américaines sont déjà en construction. Donc on prévoit un futur un petit peu plus multipolaire, avec plusieurs stations spatiales en orbite basse, avec une espèce d'économie en orbite basse, des véhicules, des standards peut-être pour que le véhicule d'un tel puisse aller sur la station d'un autre. Nous on voudrait s'insérer dans ce scénario-là, où il n'y a pas juste une station spatiale pour tout le monde, comme ça a été le cas pendant les 20 dernières années, avant que la station chinoise vraiment soit construite. Là, on voit beaucoup de petites stations. On pense que c'est important pour l'Europe d'avoir, la capacité de les desservir. Il faut avoir le véhicule qui peut nous emmener sur ces différentes stations pour être un acteur à cette table en fait, où les gens vont travailler ensemble. Et 2, la destination. Si on a le vecteur et la destination, au moins l'un des deux, on fera partie de cette discussion-là. On pourra continuer la recherche, l'exploration qu'on fait pour le bénéfice des gens.
Donc les Européens, si on résume, vont devoir prendre de grandes décisions dans les mois, dans les prochaines années. Dans quel cadre vont se prendre ces décisions et quel sera le rôle de l'ESA dans ce cadre-là? Eh ben, évidemment, le cadre européen, il est toujours, on va pas se mentir, c'est toujours un peu compliqué. Il faut que tout le monde se mette d'accord, il y a plein de niveaux. Il y a le cadre de l'ESA, évidemment, qui est l'agence spatiale de l'Europe, le cadre de la Commission européenne, le cadre national. Il faut harmoniser tout ça, il faut que tout le monde y trouve son compte. Mais en gros, on a une roadmap qui va nous envoyer, on a un Space Summit, un sommet de l'espace là au mois de novembre, où vraiment il va falloir avoir des mandats un peu politiques. Et ensuite, c'est les conseils de l'ESA, notamment au niveau ministériel, qui vont nous permettre de lancer ces programmes et puis de vraiment les réaliser. L'ESA, nous, on est là pour mettre un peu les mains dans le cambouis et lancer ces programmes, les faire surgir de terre pour qu'ils puissent marcher. D'accord. Alors, il y a aussi de grandes décisions qui vont être prises bientôt par la NASA, en particulier pour le programme Artemis. Toi, tu es donc bien sûr dans les rangs pour partir avec la mission Artemis et éventuellement, potentiellement, poser un pied sur la Lune. Plusieurs questions. Est-ce que tu te prépares déjà à ça, d'abord? Est-ce que tu t'entraînes? Et comment la décision va être prise en termes de qui part quand? Oui, alors la première question, est-ce qu'on se prépare, moi et mes collègues, oui, on a commencé à se préparer. Alors, tant qu'on n'est pas désigné sur une mission, c'est pas 100% de notre emploi du temps, évidemment. C'est comme si on fait les Jeux Olympiques dans 10 ans, ça ne sert à rien de commencer à courir très vite tout de suite. Mais on voit bien que déjà, on a par exemple chez nous, au Centre européen des astronautes, on a développé un entraînement de géologie planétaire. Mais évidemment, on le réplique sur Terre dans des endroits qui vont ressembler géologiquement à ce qu'on pourrait trouver sur la Lune. Je vais suivre cet entraînement de géologie en septembre. Ça va nous permettre vraiment d'avoir les connaissances, les outils qui vont nous permettre d'être utiles une fois qu'on sera sur une surface lunaire, plus tard planétaire. Donc on a des choses comme ça qui se mettent en place. On parle beaucoup avec nos collègues américains évidemment. On échange notre expertise technique. Et puis voilà, un jour, le jour où on est désigné sur la mission, là ça va accélérer, ça va partir très très fort. On va se mettre au simulateur pour Orion, capsule qui va nous permettre d'y retourner, une partie NASA, une partie ESA. La deuxième question, comment cette décision va se prendre? Je pense qu'un peu comme toutes les décisions de l'ESA, elles se prend de manière un peu collégiale. Il faut voir qui a envie, alors je ne parle pas des astronautes, mais des pays, qui a envie de vraiment s'engager dans ces programmes-là, qui a envie de contribuer à ces programmes-là, avec leur technologie, avec leur savoir-faire. On sait que la France a une industrie spatiale très forte, évidemment, mais ce n'est pas le seul pays dans ce cas-là en Europe. Les Allemands, les Italiens, beaucoup d'autres. Donc tout le monde on va se réunir autour de la table, on va voir comment on peut faire en sorte que ce programme marche bien, et puis ensuite il y aura une décision qui sera prise. Ce qui est important, moi je trouve, c'est qu'on y aille en tant qu'Européens. Ensuite, bon évidemment, c'est comme tout, il y aura un premier, il y aura un deuxième, il y aura un troisième, et puis ensuite on espère qu'il y aura énormément d'Européens qui iront sur la Lune et ailleurs, de sorte qu'on a oublié les premiers, et c'est très bien. Et d'ailleurs, ce ne sera pas forcément... Parfois, les missions les plus intéressantes d'un point de vue technique, c'est pas forcément la première. La première, peut-être on met un pied et puis c'est à peu près tout. Et puis peut-être la troisième sera plus intéressante, je sais pas. Tout ça pour dire que ça se passera pas à mon niveau, c'est certain. Moi, tout ce que je peux faire, c'est rester le plus près possible. Et ça, je vous garantis que ça m'occupe. Alors on a une question un peu liée de Laurence sur Twitter. Tu as presque 40 heures de sortie extravéhiculaire à ton actif. Ouais. N'as-tu pas déjà trop entamé ton capital rayonnement nocif? Ben non, parce que on est suivi en fait, j'allais dire quotidiennement, mais en permanence pendant toute la mission, toutes les missions. On a un petit dosimètre dans la poche, en plus de tous ceux qui sont répartis dans la station, pour mesurer les radiations. Quand on revient, on remet ce dosimètre aux médecins qui vont le lire. On suit, chaque fois qu'on fait une radio, évidemment, on le dit à notre médecin. Donc on a un vrai suivi hyper précis de la dose de radiation. Quand on est en sortie extravéhiculaire, on sort aussi avec ce dosimètre dans la poche sous le scaphandre. Donc on sait exactement les doses et on n'en est pas, alors je ne sais pas le nombre exact évidemment de tête, mais on est assez loin. En gros, de toute façon 3 missions de 6 mois ça passe assez bien, donc moi j'en ai fait que 2, on va dire il me reste au moins 6 mois de marge. Encore un bon capital. Encore un bon capital. Une question, une fois que tu seras sur la Lune, quels seront tes premiers mots? Est-ce que ce sera un big step for Europeans? Non, c'est vrai que c'est... Alors bon, on n'en est pas là, évidemment, il va devoir se passer énormément de choses, et puis c'est un scénario, évidemment, qui est ce qu'il est. Je me suis surpris, on va pas se mentir, je me suis surpris à y penser parfois. Voilà, on peut aussi se laisser prendre par la rêverie, on a le droit de rêver aussi, nous, même si on est astronaute et que tous les jours on a beaucoup de travail technique à faire, de temps en temps on lève un peu le nez du guidon et puis on se prend à rêver. Et j'ai pas la solution, c'est quand même une sacrée pression. Il faut dire quelque chose d'à peu près intelligent, qui a du sens pour les gens,
qui va nous suivre pendant tout le reste de la carrière, si jamais ça arrive. Bon, évidemment, c'est tout le mal qu'on souhaite à moi ou à mes collègues. Mais non, j'ai pas la réponse. C'est une bonne question. Peut-être qu'il faut que je commence à y réfléchir un peu plus sérieusement. Alors, une autre question de Twitter. À quoi ressemblera la vie d'un astronaute sur la future base lunaire? Et ben ça ressemblera beaucoup, moi je pense, hein, la meilleure analogie qu'on peut donner, c'est une base polaire. Ça existe, hein, les bases en environnement extrême. La station spatiale, moi je trouve que c'est jamais ni plus ni moins. Alors évidemment, c'est pas simple que ça, mais ça ressemble beaucoup à un sous-marin en fait au final. Ça ressemble énormément à un sous-marin, c'est des modules étanches, des grandes portes étanches entre eux. Donc il y a des parallèles. Là c'est pareil. Une base polaire, une base lunaire, ce sera un peu comme une base polaire, c'est-à-dire l'extérieur est très hostile, on peut y sortir, mais eux, il faut vraiment ils s'en mitouflent, il fait moins 60 degrés Celsius, donc il faut énormément s'en mitoufler, on ne peut pas rester très longtemps, on sort vraiment que quand on a besoin, et puis le reste du temps, on vit à l'intérieur, on fait sa recherche, on fait tout ce qu'on a à faire, on utilise l'automatisation, pas avoir à sortir, et ben nous ce sera à peu près la même chose sur la surface lunaire, c'est de se protéger des rayonnements, on en parlait des radiations, on va un peu s'enterrer, on va protéger sans doute avec le sol lunaire, le régolithe, nos constructions, et puis on sortira en scaphandre, comme eux sortent en mitouflé, réaliser nos opérations, et ensuite on reviendra à l'intérieur, ce sera spartiate, ce sera plutôt du camping que de l'hôtel 5 étoiles, mais à mon avis, rien que le paysage en vaudra le déplacement. Et comment est-ce que tu géreras dans ces cas-là, ou comment le futur astronaute gérera l'isolement c'est une question qu'on a de Twitter aussi, comment sur le plan psychologique tu gères cet isolement extrême? Je pense que c'est une vraie question. Alors par la sélection, on prend des gens normalement qui ont fait beaucoup attention à ça, à un côté psychologique, qui vont être capables de travailler comme ça, déjà dans la station spatiale. Hein. On est en équipage, on n'est pas seul, mais on est quand même loin de tout pendant 200 jours dans un but où on espère que tout se passe bien, mais évidemment il peut y avoir des problèmes, on peut avoir à faire face à des choses un peu effrayantes, des choses difficiles, des choses compliquées. Il peut se passer des choses sur Terre pour les gens qu'on aime, pendant que nous on est là complètement incapables de venir les aider. Donc il faut quand même être prêt à ces choses-là. Sur la Lune, ce sera ça, puissance 1000 en fait. Moi, ce qui est coutume de dire, en distance, il y a un facteur 1000, entre 400 km, 400 000 km. Quelque part, en difficulté, dans tous les problèmes qu'on va avoir, il y aura aussi un petit facteur 1000. Il faudra s'y préparer. La plus grosse difficulté, moi je pense qu'on sera plusieurs, hein, ce ne sera pas tellement l'isolement en soi, ce sera le fait que en cas de problème, c'est très très difficile de revenir. La station spatiale, alors je ne dis pas que c'est facile, mais à 400 km de la Terre, la sécurité, on la voit, elle est en dessous, on redescend tout de suite avec la capsule. Encore une fois, c'est pas si simple, c'est pas un avion, c'est un peu plus complexe, mais on peut quand même revenir assez rapidement. Sur la Lune, à 400 000 km, la Terre c'est un petit point comme ça. C'est quand même beaucoup plus facile de la rater que si on redescend de la station spatiale. Il faut redécoller de la surface de la Lune, il faut se mettre sur la bonne orbite, j'ai entendu des scénarios où on doit rester 5 jours dans un scaphandre, sans boire, sans manger. Voilà, il y aura des problèmes qui sont difficiles à gérer, mais bon, on est là pour ça aussi. Donc tu te prépares à des expériences inattendues. C'est une question, la dernière question après je te laisse partir. Est-ce que tu as, en mission spatiale, as-tu déjà eu une expérience choquante ou inattendue? Choquante ou inattendue, alors inattendue oui tout le temps parce que, mais pour des choses un peu bêtes, par exemple de la vie de tous les jours, hein, ça peut arriver, je sais pas, des manières de faire des choses simples qu'on n'avait pas envisagées changent complètement, mais se changer, faire sécher sa serviette, il n'y a pas de moyen d'apprendre ça au sol en fait, pas vraiment, donc on découvre un peu sur le tas, et puis on invente des nouvelles techniques, c'est drôle, chacun a ses petites marottes. Mais non, choquante, pas vraiment, choquante si, un peu dans le sens de découvrir la fragilité de la Terre. On ne le découvre pas, mais ce que je raconte assez souvent, c'est de le mettre à l'échelle de ses sens, en fait, des choses qu'on peut percevoir plutôt que juste comprendre intellectuellement. Ça change la perspective, ça c'est certain. C'est un petit peu choquant de voir à quel point la Terre est toute seule et autour il n'y a absolument rien, cette espèce de noir profond, enfin par les étoiles dans le fond évidemment de l'image. Ce côté isolation, île déserte, oasis dans le désert, petit canot de sauvetage au milieu de la mer du Pacifique où tout est hostile, ça c'est quand même un petit peu choquant. Ça on le sait, mais de le voir, de le ressentir, c'est pas du tout la même expérience. Et cette fragilité-là, après, elle se grave en nous et moi je la porte en moi maintenant. Bon, je vais laisser profiter des gens autour de toi avant l'isolement de la station. Merci beaucoup Thomas d'avoir été avec nous. Bon salon. Et merci à vous tous qui nous avez suivis sur Twitter. Le salon du Bourget continue bien sûr. Et vous pouvez en suivre les sessions clés sur la web TV de l'ESA. Donc restez avec nous. La prochaine session c'est à 11h30. On y parlera lanceur et Ariane 6. Merci beaucoup à vous et à bientôt.